Bonjour, chers Lavallois et chères Lavalloises. Mon nom est Carla Benjivengo. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission en direct du bureau du maire. Donc, le titre de l'émission le dit, on est dans son bureau. Monsieur Stéphane Boyer, maire de Laval, bonjour. Bonjour, Carla. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, très bien. Donc, on va débuter l'émission avec un sujet assez sexy, les résultats financiers. Oui. Donc, nonobstant le gel des comptes de taxes foncières en 2021, les investissements records en immobilisation et le contexte pandémique, la Ville de Laval a quand même fermé les livres au 31 décembre avec un surplus de 38,2 millions dans ses coffres. Comment vous expliquez ce surplus? Oui. En fait, à chaque année, on fait une planification, on fait le budget, donc on estime nos revenus, on estime nos dépenses. Et dans le municipal, on ne peut pas faire de déficit. Donc, contrairement au gouvernement provincial ou fédéral, où eux peuvent, par exemple, prévoir dépenser davantage que leurs revenus, nous, au niveau des villes, c'est pas légal, on ne peut pas le faire. Donc, on doit présenter un budget qui est balancé. Et la plupart des villes, souvent en fin d'année, vont faire un excédent. Donc, parce que quand on planifie, on est conservateur. Donc, on essaie de ne pas planifier des revenus démesurés, puis on essaie aussi d'estimer le maximum de dépenses possible pour ne pas avoir de mauvaises surprises en fin d'année. C'est surtout ça qu'on veut éviter. Donc, bon an, mal an, Laval va toujours faire, là, historiquement, environ une trentaine de millions de surplus, ce qui est un gros chiffre, mais sur le budget de la Ville, qui est presque 1 milliard, en fait, c'est 4 % environ. Donc, ça reste quand même marginal. Cette année, les surplus, en fait, c'est beaucoup parce que le marché de l'habitation était très vigoureux. Donc, il y a eu beaucoup de transactions, beaucoup de droits de mutation. Donc, ça générait plus de revenus que ce qu'on croyait. Et on a aussi économisé là, sur la masse salariale. Donc, on n'a pas embauché autant d'employés que ce qui avait été anticipé. Ce qui nous a permis de dégager cette marge de manœuvre-là, qui, évidemment, on le réinvestit l'année suivante pour offrir des services aux citoyens. Et moi, je trouve ça particulièrement intéressant parce que c'est arrivé dans un contexte très difficile. Mm-hmm. Tu le mentionnais, il y a toujours la pandémie qui est en cours. On a des problèmes d'approvisionnement. La Ville, comme toutes les entreprises, en ce moment, on a de la pénurie de main-d'œuvre. Mais malgré tout, on a réussi à réaliser plus d'investissements que par le passé. Puis on a réussi à livrer tous les projets à la population. Donc, je suis bien heureux. Puis au niveau, justement, la dernière émission, on parlait de l'accès à l'habitation. Est-ce qu'il y a eu un petit peu de nouveau à ce niveau-là? Oui, en fait, on a beaucoup parlé d'un sommet que j'organiserai avec Longueuil. Il y a un sommet en fait, le sommet va se tenir à Laval le 26 août prochain. OK. On a invité là, les maires et mairesses là, du Québec, dont les grandes villes, l'Union des municipalités du Québec également. On a invité le palier fédéral, provincial. Puis ce qu'on va vouloir faire, c'est présenter des idées qu'on considère innovantes, soit des choses qu'on fait bien au Québec puis qu'on se dit qu'on devrait faire davantage, ou des idées qu'on va importer là, de l'étranger, que ce soit dans d'autres provinces, dans d'autres pays, donc s'inspirer des meilleures pratiques pour espérer pouvoir construire des logements pour moins cher, pour tenter d'apaiser l'augmentation rapide des prix pour que les jeunes familles puissent accéder là, à un prix raisonnable à un loyer ou à une propriété. Parlant des familles, les gens vont se réjouir cette année car c'est le retour de la Fête nationale au Centre de la nature le 24 juin à Laval. On a des noms comme Fouki, Isabelle Boulay, Claude Pelgag, Lisa Leblanc, Patrice Michaud, pour ne nommer qu'eux. On travaille fort pour vous préparer tout un spectacle. Hey, 10 ans sur le rinté, j'ai les corps déguisés. J'aurais pu tout abandonner. Avec le recul, je reconnais les sourires déguisés. Pour maman, je vais garder ma dignité. Pour sortir de l'ombre, y'a que la vérité. Seul dans ma bulle, polis ma pierre comme diamant brut. Ma passion mène ma raison. C'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons. Que la raison ne connaît pas. Ma passion mène ma raison. C'est le cœur qui guide mes pas. On dit que le cœur a ses raisons. Que la raison ne connaît pas. Le terrain je connais, j'y fais mes armes. On est sur le raté. C'est qu'elle a encore des chiffres, mais retiens tes larmes. On a presque terminé. On vous attend en grand nombre le 24 juin. C'était important pour vous que Laval rayonne à l'occasion de la Fête nationale cette année?
Oui, puis en fait, je suis vraiment content qu'on puisse célébrer à nouveau en personne la fête nationale. Avant que la pandémie commence, ça faisait déjà quelques années que Laval prenait de plus en plus de place dans la célébration de la fête nationale. On réussissait à mettre de l'avant des spectacles avec des artistes qui se démarquaient, qui attiraient les foules. Et donc, je suis content qu'on puisse reprendre un rythme de vie plus normal, avoir à nouveau ces activités-là sociales, rencontrer les gens, avoir du plaisir ensemble, célébrer ensemble après 2 ans de confinement, ça va faire du bien. Et parce que je pense que la culture, c'est un élément important dans nos vies. Comme être humain, on n'a pas juste besoin de se nourrir, de se loger, mais on a besoin aussi de pouvoir partager avec les gens qui nous entourent, vivre des émotions, célébrer. Donc, pour moi, ça, c'est très important. Et la fête nationale qui s'en vient, je crois, va être un beau renouveau là, après 2 ans de confinement. Puis une belle lancée aussi pour le départ de la programmation culturelle. Cette année, à Laval, là, il y a beaucoup d'activités qui sont prévues, des activités gratuites aussi. Pouvez-vous nous en glisser un petit peu? En effet, là, il y a quelques beaux projets. On a probablement lancé une application mobile pour répertorier les œuvres d'art à Laval. Donc, au fil des années, il y a plein d'œuvres qui ont été implantées sur le territoire. Donc, pour les amoureux d'art public, d'œuvres d'art, si vous souhaitez les découvrir, il y a cette application mobile-là qui est disponible sur le site de la Ville, qui peut vous amener à découvrir aussi en même temps des quartiers ou des endroits que vous connaissiez peut-être moins de la Ville. Donc, il y a ça. Mais il y a aussi notre réseau de bibliothèques qui va faire beaucoup d'activités. On a environ 215 activités de prévues. C'est parfois en bibliothèque, mais souvent aussi dans les parcs à l'extérieur. Donc, si vous ne venez pas vers nous, on va aller vers vous. Et il y a plein de thématiques qui vont être abordées. Il va y avoir des conférences, des soirées contes et légendes. Il va y avoir des histoires pour les enfants, pour les plus grands. Et on va avoir des artistes, des auteurs qui vont être invités. Donc, on a vraiment toute une belle brochette d'activités. L'idée, encore une fois, comme la fête nationale, c'est d'animer notre ville, reprendre contact et on se rappellera que avant la pandémie, de plus en plus, il y a des activités dans nos parcs. Il y avait l'orchestre symphonique qui venait, il y a de plus en plus d'événements. On veut relancer ça, on veut poursuivre dans cette direction-là. Et c'est ce qu'on attend beaucoup des citoyens lavallois qui ont apprécié beaucoup ces activités, souvent en plein air, près de chez eux. Donc, on veut le reproduire, puis on veut qu'il y en ait davantage. Donc, vous voulez que les gens participent là, à ces activités-là? Absolument. Ça va être dans tous les quartiers. Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut voir la programmation? Où est-ce qu'on peut... Oui, bien, il y a évidemment, encore une fois, sur le site de la Ville de Laval, vous allez pouvoir avoir les activités. Dans vos bibliothèques aussi de quartier, souvent, vous allez avoir toute la programmation qui est disponible. Et il va y en avoir partout sur l'île. Donc, un petit peu partout à travers les quartiers, il va y avoir des activités. Il y a des parcs, des fois, où on fait, qui sont nos favoris, si je peux dire, pour faire des activités parce qu'ils sont bien adaptés. Mais il y en a vraiment pour tous les styles, tous les goûts. Il ne suffit qu'à y aller. Puis pour ceux qui seraient hésitants, je vous dirais oser. C'est toujours une belle expérience. Puis moi, tous les commentaires que je reçois des citoyens sont positifs. C'est une belle occasion de socialiser aussi après cette pandémie-là qui nous a un peu, veut pas, isolés. Là. Absolument. Et si vous souhaitez garder vos distances, bien, en nature, dans un parc, c'est facile. C'est possible. On peut garder nos distances puis s'amuser en sécurité. Oui. Excellent. Parlant de parc, nous, on aime ça faire des liens. L'environnement, c'est un volet qui est très important pour vous, autant pendant votre campagne électorale que depuis le début de votre mandat. Là, vous avez vraiment mis une importance sur l'environnement. Oui. En fait, la Ville de Laval a fait plusieurs achats de terrain dans les derniers mois. Pouvez-vous nous parler un petit peu des... Oui. On s'est engagé à investir 100 millions pour faire de l'acquisition de milieux naturels. Laval, on est une belle grande île. Il nous reste des milieux naturels, il nous reste des boisés, des berges, des îles. Et on veut autant que possible les protéger pour que les gens puissent avoir accès à la nature proche de chez eux. Et puis la meilleure façon de les protéger, c'est quand la ville s'en porte acquéreuse pour ensuite en faire des parcs ou des milieux naturels. Donc, on achète des terrains pour... Première étape, on l'achète parce que sinon, la personne qui le possède pourrait décider de le développer. Donc, première étape, on achète. Et une fois qu'on va en être propriétaire, on va les aménager. Donc, on va vouloir donner accès à la population en créant des sentiers, en mettant du mobilier urbain, avoir des bancs, des poubelles, des toilettes pour qu'on puisse profiter des espaces.
Déjà, là, dans les derniers mois, on a eu plusieurs acquisitions. Donc, il y en a eu au Bois de l'Équerre, au Bois d'Auteuil, au Bois Saint-Dorothée. On a aussi fait l'acquisition de la Pointe à la Berge des Goélands, à Laval-Ouest. Ceux et celles qui viennent de ce quartier-là vont savoir de quoi je parle. Donc, il y avait un terrain là, convoité depuis longtemps par la municipalité pour en faire un parc qui était la propriété du gouvernement du Québec. C'est maintenant réglé. On en est propriétaire. On a aussi fait des acquisitions au sud du boulevard Saint-Elzéar, près du boulevard Curé-Labelle. Donc, il y a beaucoup d'habitations là, qui se sont construites dans ce secteur-là. Ça devient un secteur très dense. Il y avait des grands milieux qui avaient autrefois un zonage, qui a un zonage industriel. Donc, si la ville n'achetait pas les terrains, ça pouvait se développer en commerce ou en industrie. Mais on a facilement 2000 personnes qui vivent à proximité de ce milieu vert-là, qui est un très beau milieu naturel. J'étais allé moi-même me promener. J'ai croisé des chevreuils. Il y a une panoplie d'oiseaux. Donc, c'est vraiment un beau milieu. Puis, il y a beaucoup de gens qui vivent alentour de ce milieu-là. Donc, on va investir pour le protéger. Il y a 3 grands terrains. On a mis la main sur un premier, donc une première acquisition dans ce secteur-là qui va nous permettre de protéger beaucoup des milieux humides. Et il y a aussi les golfs. Oui, comment ça marche? On achète un terrain de golf. Mettons, le golf est déjà opérationnel. On l'achète. Qu'est-ce qui se passe? Oui. En fait, partout dans le Grand Montréal, depuis quelques années, on commence à parler de plus en plus de l'avenir de nos golfs parce que c'est un sport qui... C'est populaire. Qui est populaire, mais plusieurs golfs, en fait, ont fermé les portes ou envisagent de fermer les portes. Pendant la pandémie, certains clubs de golf ont eu une recrudescence de l'achalandage, de la clientèle, mais avant la pandémie, c'était pas forcément le cas. Et donc, bref, plusieurs propriétaires, pour différentes raisons, décident de fermer leur golf. Et ça soulève des débats dans plusieurs municipalités du Grand Montréal, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces golfs-là s'ils ferment. Évidemment, souvent, les propriétaires vont désirer vendre leur terrain pour faire un développement résidentiel, parce que ça peut être très lucratif, c'est des immenses terrains. Et évidemment, de l'autre côté, du côté citoyen, du côté de la ville, ce qu'on trouverait intéressant, c'est d'utiliser les golfs pour en faire des grands parcs urbains. Et donc, dans différentes municipalités, il y a eu le débat. Nous, à Laval, la particularité, c'est qu'on n'en a pas juste un golf à protéger, il y a 7 golfs sur notre territoire. Donc, on a 2 enjeux pour les protéger. Premièrement, la ville, quand un golf est situé dans la zone urbaine, on ne peut pas empêcher le développement. Si elle est en zone agricole, oui, mais si elle est dans la zone urbaine, on ne peut pas empêcher le développement. L'autre chose, c'est que pour les racheter, c'est des grosses sommes. Il y a le Golf Icemere qui a été mis en vente il y a quelques mois au prix de 80 millions. Donc, même pour la ville de Laval, c'est une somme considérable. Et ça, c'est juste un golf parmi 7. Donc, à Laval, on ne pourra pas toutes les racheter. Puis, on ne peut pas non plus empêcher tout développement légalement parce que les villes, on n'a pas ce pouvoir-là. Donc, ce qu'on a fait, on a annoncé que la bonne nouvelle, c'est qu'on va réussir à protéger le 2/3 de nos golfs, et ce, sans coût pour les citoyens. C'est plus que votre promesse, en fait. Vous aviez promis de protéger la moitié, puis là, on est à Exactement. 68 %. Exactement. Donc, oui, on s'est engagé à tenter de protéger 50 % des espaces golf pour en faire des grands parcs urbains, et la bonne nouvelle, on va en protéger davantage. Puis comment qu'on fait ça? Il y a 2 golfs qui sont en zone agricole qu'on va pouvoir protéger intégralement. Et les autres golfs qui sont en zone urbaine, on va encadrer le développement. Donc, on ne peut pas l'empêcher, mais on peut l'encadrer. OK. Donc, on va mettre des critères qui vont obliger les promoteurs immobiliers à s'assurer qu'une partie importante du site devienne zone et parc. Et donc, le tiers qui sera potentiellement développé le sera proche, par exemple, des gares du REM dans l'ouest ou proche d'un boulevard ou à des endroits adaptés pour recevoir de l'habitation. Puis en même temps, on a aussi des familles qui s'installent à Laval. Il y a une croissance de la population. Les prix explosent en habitation, entre autres, parce qu'il manque d'offres en logement. Donc, on ne veut pas le bannir complètement non plus parce qu'on a aussi une crise de logement à gérer. Donc, on veut permettre aussi du développement. Donc, avec cette... Bref, il y a des villes en ce moment qui se demandent comment protéger leur golf, qui n'ont pas les outils juridiques pour le faire. Nous, à Laval, on est chanceux. On va pouvoir mettre en place les règlements qui vont nous permettre de protéger une bonne partie des milieux verts que représentent nos golfs. Excellent. Avec certains compromis, c'est sûr, justement, pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Absolument. On dit souvent que la politique, c'est l'art des compromis. Oui, j'imagine.
Une autre bonne nouvelle concernant les déplacements des citoyens, c'est le retour du Bixi à Laval. Oui. Comment ça s'est produit, ça? Bien, depuis déjà quelques années, on a commencé à implanter des stations Bixi proches des métros, surtout dans les quartiers de Laval-des-Rapides, Pont-Vieux, Chamédé. Ça a été un beau succès. Nos vélos sont très utilisés. On nous demande d'en avoir davantage. On souhaite offrir à notre population des alternatives à la voiture qui permettent non seulement de se déplacer de manière plus verte, mais c'est aussi pour plusieurs un divertissement aussi l'été, dans les belles journées chaudes, d'aller se promener, faire une balade. Donc, c'était, comme je disais, là, très, très convoité par les citoyens. D'ailleurs... Et là, on va les tripler. Donc, il va y avoir beaucoup plus de vélos là, sur notre territoire. Puis d'ailleurs, si vous voulez une station de Bixi près de chez vous, Bixi vous invite à aller suggérer des emplacements sur le bixi.com. Donc, tout le monde pourra suggérer d'avoir une station de Bixi à côté de chez eux. En terminant, on avait des événements à souligner. Vous avez défini, en fait, reconnu, la Ville de Laval a reconnu la Journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie le 17 mai. C'est la Journée internationale contre tout ça. Pourquoi ça n'a pas été reconnu avant? C'est ça ma question. En fait, bon, Laval faisait déjà des activités de sensibilisation à l'égard de la lutte à l'homophobie, mais on a décidé de le reconnaître officiellement cette année, d'emboîter le pas. Plusieurs villes ou organisations le font déjà. Donc, cette année, on a hissé le drapeau sur le mode Hôtel de Ville, on a éliminé l'Hôtel de Ville, mais on a aussi des activités dans nos bibliothèques pour parler justement... En fait, on s'est donné comme mission à travers notre réseau de bibliothèques de lutter contre les préjugés, quels qu'ils soient. Et parmi ces préjugés-là, il y a toute la question des genres, la question du sexe, des préférences sexuelles, etc. Et donc, on s'engage à lutter contre l'homophobie. Et donc, il y aura des activités dans nos réseaux de bibliothèques au courant du mois de mai. Donc, pour moi, c'est important. Il faut que chaque citoyen puisse vivre en paix, en harmonie. On doit vivre dans une société qui n'a pas de préjugés. Et je crois que la Ville a un rôle à jouer dans tout ça. Et c'est pour ça qu'on trouve important cette année d'adopter la journée de manière officielle, tout en continuant les activités qui avaient déjà lieu sur notre territoire. N'est-ce pas nécessaire de commencer jeune? T'sais? Parce que souvent, l'intimidation par rapport à l'homophobie, tout ça, ça part de une lacune au niveau de l'éducation. Les jeunes, peut-être dans les écoles, est-ce que vous avez prévu des ateliers, des conférences de sensibilisation par rapport à ces sujets-là? Parce que ça part jeune, en fait, puis là, en grandissant, là, Bien, tu as tout à fait raison. Je pense que les changements de société passent beaucoup par la jeunesse, passent beaucoup par l'éducation. Quand on est jeune, on est un peu une page blanche, un peu une éponge. Donc, c'est important, dès le départ, je crois, d'enseigner les bonnes choses, enseigner les bonnes valeurs. Évidemment, la Ville, on est indépendant du Centre de services scolaires qui, eux, gèrent les écoles, décident des activités qui s'y tiennent. Mais on travaille en collaboration avec eux. On travaille en collaboration avec le CIS, le Centre de services les réseaux de la santé à Laval. Donc, pour nous, c'est un travail de collaboration. La Ville, on joue notre rôle à travers nos bibliothèques, dans nos parcs. Évidemment, les écoles ont aussi un rôle à jouer. Puis, les familles, les parents, au quotidien, c'est certain qu'ils ont un grand rôle à jouer dans l'éducation. Ouais. On va terminer l'émission sur un sujet un peu plus positif. Un sujet qui m'intéresse aussi. C'est la grande fête des pompiers qui s'en vient le 4 et 5 juin. Oui, exactement. Il y a une course aussi qui va se dérouler? Oui, bien, c'est rendu une tradition à Laval, la fête des pompiers, à chaque année. Et notre course, qui est peut-être l'événement fort, l'événement emblématique. Donc, pour ceux et celles qui n'auraient pas eu la chance dans le passé de participer à l'activité, venez vous joindre à nous. Il y a des activités pour toute la famille. Il y a des kiosques, entre autres au Centropolis, où se tient l'arrivée de l'événement. Et pour ceux et celles qui souhaitent se mettre en forme, on vous invite à venir courir avec nous. Et il y en a pour tous les goûts. Donc, que ce soit 1 kilomètre ou un marathon, il y a différents parcours avec différentes longueurs. Donc, moi, ce que je vous invite aujourd'hui,
invitez votre famille, invitez vos amis, venez sortir, courir avec nous, venez avec vos enfants. On va finir ça dans un gros party au Centropolis. Et c'est toujours un bel événement qui est assez rassembleur. Puis qui permet justement aussi de mieux connaître aussi les services municipaux. Donc, traditionnellement, sur place, on a aussi des kiosques, vous pouvez venir rencontrer la ville. Plusieurs des élus municipaux participent aussi à l'activité. Donc, c'est une façon des fois de rencontrer votre élu local, de votre quartier. Donc, bref, je ne pourrais que vous inciter à vous joindre à nous. Parlant d'inciter les gens à participer, on a le retour des assemblées citoyennes à Laval depuis quelques mois déjà. Et en fait, si vous voulez participer ou inviter des gens, vous allez sur la page Facebook de votre élu et il y aura plusieurs dates. Là, vous pouvez vous joindre à ces assemblées. Donc, c'est ça. Tous les conseils municipaux ont une page Facebook sur laquelle ils véhiculent l'information importante, qu'est-ce qui se passe dans le quartier. Donc, j'invite à aller aimer ces pages de votre élu local pour suivre ce qui se passe. Et plusieurs tiennent une fois par mois ou une fois par saison des assemblées citoyennes. Donc, que ce soit dans un centre communautaire ou dans un parc, ils invitent la population à venir les rencontrer. Fait que c'est un lieu d'échange. Quel genre de sujet qui va ressortir pendant ces assemblées-là? Chaque élu les gère comme il le souhaite. Et à chaque rencontre, souvent, c'est des sujets différents. Mais c'est un beau lieu d'échange où on informe les citoyens sur ce qui se passe dans la ville, c'est quoi les dossiers. Puis c'est aussi un endroit où les citoyens peuvent venir parler de choses qui les préoccupent à l'échelle du quartier. Donc, c'est vraiment, moi, pour en avoir fait de nombreuses, je trouve que c'est quand même une richesse. C'est pas, en fait, on n'est pas obligé de faire ça. C'est pas dans toutes les villes que les élus font des portes ouvertes comme ça avec la population. Donc, c'est un beau lieu d'échange là, pour le quartier. Ça permet à chacun de venir justement dire ses inquiétudes ou ses idées par rapport à un projet qu'ils ont en tête, malgré le fait que Laval a quand même mis la barre haute là, au niveau des projets. C'est pas mal complet comme programme. Il y a également les Jeux du Québec là, qui a pris un retard là, à cause du contexte pandémique. Donc, ça s'en vient. On a eu beaucoup d'invitations ce mois-ci. Hein? La fête nationale, la fête des pompiers, les assemblées de quartier. J'en ai une dernière pour vous, puis peut-être la plus grande de toutes. Les Jeux du Québec. On devait les accueillir en 2020. On le sait, il y a eu la COVID. Tout ça a dû être reporté à 2 reprises. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. En 2022, Laval va accueillir les Jeux du Québec. Donc, on a des jeunes de partout à travers la province, de toutes les régions, de toutes les disciplines sportives, qui viennent ici à Laval pour pratiquer leur sport. On s'attend à recevoir plus de 2000 jeunes athlètes. Leurs familles vont être là et on a besoin de bénévoles pour nous aider à tenir les activités. On recherche des centaines de bénévoles. Donc, si ça vous intéresse... Où est-ce qu'on peut s'inscrire pour faire du bénévolat? Il y a un site web. Tapez Jeux du Québec sur Internet. Vous allez tomber sur la page web. Et sinon, contactez-nous au bureau du maire ou à la page de la Ville de Laval. Et ça va nous faire plaisir là, de pouvoir entrer avec vous cet été. Donc, c'était tout pour cette émission en direct du Bureau du maire avec Stéphane Boyer. On vous donne évidemment rendez-vous le 4 et 5 juin à la Grande Fête des pompiers et le 24 juin au Centre de la nature pour la fête nationale. Je vous souhaite une superbe fin de journée sur les ondes de MaTV Laval.